Bonjour, mon nom est Patrick Sourmel. Si vous n'étiez pas là ce matin pour ma conférence, je suis prof à l'Université Laval et très heureux d'animer cette table ronde sur la question des frais de scolarité, qui est en fait la question du printemps érable. Donc, de toute évidence, c'est la plus importante des activités de la semaine. Et on a la chance pour aborder la question d'avoir avec nous Michel Seymour et Jocelyn McClure. Alors, je vous dis un peu comment je le présenterai, mais avant, laissez-moi vous présenter la façon dont la discussion se déroulera. Chacun des deux présentateurs disposera de 15 minutes pour défendre son point de vue. On aura ensuite un peu de temps pour un débat entre les deux, suite à quoi nous ouvrirons aux questions du public pour enrichir le débat, puis essayer de pousser la réflexion un peu plus loin. Alors, Michel Seymour présentera le premier. Michel Seymour est professeur à l'Université de Montréal. Il est un intellectuel accompli dont les recherches sont ma foi, fort importante. Il a d'ailleurs publié des ouvrages importants sur des sujets très distincts les uns des autres. Je nomme notamment ces deux dernières briques, parce qu'il est très prolifique. L'institution du langage et de la reconnaissance, de la tolérance à la reconnaissance. Deux ouvrages qui doivent faire quoi, 6-7 000 pages, 6 ou 700 pages. 500 et 700 respectivement. Voilà. Et plus récemment, Une idée de l'université, livre plus accessible que je vous encourage fortement à lire. Une idée de l'université, sous-titré Proposition d'un professeur militant. Évidemment, le titre dit tout. Il s'agit de sa contribution au débat social actuel. Ce n'est pas sa seule contribution. Il a déjà pris la parole à plusieurs reprises pendant le printemps érable. Et donc, c'est très, très intéressant de l'avoir avec nous aujourd'hui, un an après. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il discutera avec Jocelyn McClure, qui présentera ensuite, qui est aussi un professeur militant, aussi quelqu'un qui a beaucoup intervenu dans la sphère publique pendant le printemps érable. Jocelyn McClure est professeur de philosophie à l'Université Laval, c'est mon collègue. Il est co-titulaire de la chaire de recherche de la philosophie dans le monde actuel. Et il est co-éditeur du magazine Nouveau Projet, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, un magazine très important, il me semble. Et parmi ses très nombreuses publications, je souligne le livre qu'il a écrit avec Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience, un ouvrage qui a eu un impact bien au-delà de nos frontières. Il a déjà été traduit en 4, 5, 6 langues. Je ne sais plus, je ne compte plus. Donc, nous aurons la chance d'entendre d'abord Michel Seymour, ensuite Jocelyn McClure. Je laisse donc la parole à Michel. Merci, Patrick. Alors, j'ai 15 minutes, je vais essayer de condenser mon propos. L'idée de la gratuité scolaire à l'université est une idée qui n'existe pas que dans les théories. Elle existe aussi dans des normes juridiques internationales, comme le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui, à son article 13C, affirme que l'enseignement supérieur doit être accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité. D'où le fait que plusieurs pays dans le monde ont appliqué la gratuité scolaire à l'université. C'est aussi une recommandation du rapport Parent, dans le sens où on dit que c'est un objectif souhaitable à long terme, aux pages 210 et 238 dans le tome 3 de l'ouvrage. Mais c'est aussi une idée qui a été défendue indirectement, me semble-t-il, par un auteur important,
pas nécessairement la gratuité en tant que telle, mais l'accessibilité universelle aux études universitaires, en tout cas à l'éducation en général, et je crois qu'on peut dire à l'université en particulier, par le philosophe américain John Rawls. John Rawls, qui est fort probablement l'un des grands penseurs du 20e siècle en matière de théorie de la justice. Je vais donc citer quelques passages de Rawls qui nous permettent de dire qu'il ne semble pas a priori antipathique à l'idée de donner une accessibilité la plus grande possible, même à l'université, à ceux qui veulent développer leurs talents et qui ont le mérite pour le faire parce qu'ils ont eu des bons résultats dans leurs études antérieures. Dans un article de 1967, Rawls écrit « L'égalité des chances », c'est un de ses principes de justice fondamentaux, la juste égalité des chances. L'égalité des chances, c'est un ensemble d'institutions qui assurent une éducation égale, de même qu'un accès à la culture pour tous, et qui laisse ouverte la concurrence pour les postes sur la base des qualités raisonnablement liées à la performance, et ainsi de suite. Ce sont ces institutions qui sont mises en péril lorsque les inégalités et la concentration de la richesse atteignent une certaine limite. Alors, on le sait, nous sommes à une époque, comme Patrick l'a développé tantôt, à une époque où les écarts entre les riches et les pauvres se recréent, s'approfondissent et atteignent des sommets. Eh bien, nous sommes aussi à une époque où nous remettons en question l'accessibilité universelle dans la mesure où nous demandons des droits de scolarité toujours de plus en plus élevés. Rawls n'a pas changé son point de vue sur l'importance de l'accessibilité aux études. Dans son ouvrage de 1971, il dit « Ceux qui ont des capacités et des talents semblables devraient avoir des chances semblables dans la vie. De manière plus précise, en supposant qu'il y a une répartition des atouts naturels, ceux qui sont au même niveau de talent et de capacité et qui ont le même désir de les utiliser devraient avoir les mêmes perspectives de succès, ceci sans tenir compte de leur position dans le système social. » La même idée est revenue en 2001. Ce qui laisse entendre que John Rawls est favorable à ce que tous ceux qui ont des talents et qui peuvent les développer et qui ont des résultats scolaires adéquats devraient pouvoir accéder à l'université, peu importe leur statut socio-économique. Ce que ça implique, c'est un principe d'accessibilité. Et ça n'implique pas automatiquement un principe de gratuité scolaire. Ça va l'impliquer si les droits de scolarité nuisent à l'accessibilité. Si les droits de scolarité nuisent à l'accessibilité et qu'il nous faut défendre l'accessibilité, eh bien, il faut réduire ou faire disparaître les droits de scolarité. Alors, la question centrale pour moi, c'est est-ce que les droits de scolarité créent un problème par rapport à l'accessibilité? C'est une des questions centrales du printemps érable dernier. On nous a répété constamment qu'il n'y avait aucun problème d'accessibilité créé par la hausse des droits de scolarité et par les droits de scolarité en général. On peut déjà mettre en doute cette idée-là en évoquant un principe qui est la loi de l'offre et de la demande. En général, là, les néolibéraux, même qui souscrivent à l'application intégrale de cette idée-là, vont dire ben, quand c'est plus cher, ça crée plus de rareté. Alors là, si c'est le cas, ça veut dire que si on hausse les droits de scolarité, ça va entraîner plus de rareté, donc ça ne va pas entraîner de l'accessibilité. Donc déjà, on a l'impression qu'il y a quelque chose de problématique. Mais un argument plus intéressant que celui-là, parce qu'il est très général celui-là, pour mettre en doute l'idée qu'il n'y a aucun impact des droits de scolarité sur l'accessibilité, nous vient du gouvernement Charest lui-même. Sa politique de hausse des droits de scolarité allait de pair avec une amélioration du système des prêts et des bourses. Alors la question se pose, pourquoi faut-il améliorer le système des prêts et bourses si la hausse des droits de scolarité n'a aucun impact sur l'accessibilité? N'est-ce pas que l'amélioration du système des prêts et des bourses est là pour pallier aux effets potentiellement négatifs de la hausse des droits de scolarité sur l'accessibilité? Mais le débat s'est poursuivi encore, et il me semble que de plus en plus, on peut dire que tout le monde est en train d'accepter qu'il y a un impact des droits de scolarité sur l'accessibilité. Notamment grâce aux travaux du professeur Ross Finney de l'Université d'Ottawa. Ross Finney nous dit qu'en Ontario,
39% des étudiants dont les parents ont un revenu oscillant entre 5 et 25 000 $ vont à l'université, alors que 62% des enfants dont les parents ont un revenu égal ou supérieur à 100 000 $ vont à l'université. Au Québec, on a une disparité analogue. 18% des étudiants appartenant à des familles pauvres, entre 5 et 25 000 $ vont à l'université, alors que c'est 55% des étudiants dont les parents ont un revenu égal ou supérieur à 100 000 $ qui vont à l'université. Et la même remarque s'applique autant aux provinces de l'Atlantique qu'aux provinces de l'Ouest. Dans les provinces de l'Atlantique, 28% des étudiants dont les parents ont un revenu entre 5 et 25 000 $ vont à l'université, mais c'est 82% des étudiants dont les parents ont un revenu de 100 000 et plus qui vont à l'université. Et dans les provinces de l'Atlantique, dans les provinces de l'Ouest, c'est entre 33% et 54%. Ça donne des indications très fortes que le revenu familial a un impact sur l'accessibilité aux études universitaires parce que ça coûte de l'argent d'accéder aux études universitaires. Donc, si vos parents ont de l'argent, ça aide à l'accès aux études universitaires. Autrement, s'ils n'ont pas d'argent, ils sont moins incités à aller aux études universitaires. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est la seule cause. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui contribuent ensemble de manière convergente à faire en sorte que les plus pauvres ne vont pas autant à l'université que les plus riches, en proportion à tout le moins. Mais on peut prétendre raisonnablement qu'il y a des raisons de penser que l'une des causes de l'accès à l'université, c'est le fait que les droits de scolarité soient moins élevés. Plus ils sont élevés, plus ça a un impact. Mais de toute façon, depuis quelques mois, ceux qui étaient favorables ou bien à une hausse ou plus récemment à une indexation n'évoquent plus autant l'argument que les droits de scolarité ont zéro impact sur l'accessibilité. Dans une entrevue accordée à Anne-Marie Dussault, l'économiste Pierre Fortin, qui est favorable à l'indexation, prétendait que si demain matin on imposait la gratuité universitaire, il y aurait entre 22 et 27 000 nouveaux étudiants qui feraient leur entrée sur le marché universitaire. Et alors on s'étonne, comment se fait-il que Pierre Fortin semble, par cet argument, dire que les droits de scolarité constituent un frein, puisque quand on enlève les droits de scolarité, ça fait entrer plein de gens qui n'y entraient pas à cause des droits de scolarité. Donc les droits de scolarité ont un impact sur l'accessibilité. Ça semble être admis par Pierre Fortin. Alors comment se fait-il qu'il admet ça? Il s'est servi de ça pour dire il va en entrer tellement que ça va nous coûter beaucoup trop cher pour financer tout ça. Les droits de scolarité, c'est 600 millions $. Et l'arrivée de 22 à 27 000 nouveaux étudiants, ça va être un 400 millions $ additionnels qu'il faudra avoir pour les encadrer. Au total, 1 milliard de dollars sera requis. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas accepter ce fardeau-là. Donc, il ne faut pas viser la gratuité scolaire. C'est l'argument qu'il a produit chez Anne-Marie Dussault il y a à peine 2 mois. Donc, c'est un argument qui fait une sorte de tour à 180 degrés. On ne dit plus qu'il n'y a pas d'impact des droits de scolarité sur l'accessibilité. On prétend au contraire que si on les élimine, ça va favoriser grandement l'accessibilité, mais que c'est un problème financier, donc il faut renoncer à la gratuité scolaire. Je mentionnais aussi mon recteur, le recteur Guy Breton, qui constate, dit-il, avec un pincement, lorsqu'il voit qu'à la faculté de médecine, la moitié des étudiants sont de familles riches. Alors, on penserait alors que M. Breton veut apporter des correctifs à ça en disant, bon, ben alors, il va falloir trouver des mesures pour favoriser l'accessibilité des moins fortunés aux études de médecine. Non, au contraire, il dit, étant donné ça, on va demander des frais modulés de droits de scolarité plus élevés pour la médecine pour que les riches paient plus cher parce qu'ils sont riches. Ce n'est pas exactement, à mon avis, une mesure qui va inciter à éviter que le Québec soit cassé en deux. Mais, chose certaine, en tout cas, c'est admettre d'une certaine façon que dans l'état actuel des choses, une bonne partie des effectifs étudiants sont composés de gens qui sont plus riches que d'autres.
Je prends pour acquis, à la lumière de ces quelques remarques, que finalement, on reconnaît que les droits de scolarité ont un impact sur l'accessibilité. Et par conséquent, si on dit que le système d'éducation, et ce faisant, on inclut le système d'éducation universitaire, que le système d'éducation universitaire se doit d'être le lieu où se trouve incarné le principe d'égalité des chances de John Rawls. Le principe d'égalité des chances de John Rawls ne se réalise pas de manière diverse. Il y a un médium où il s'incarne, c'est dans le milieu de l'éducation. C'est par l'éducation que s'implante le principe de l'accessibilité, de l'égalité des chances pour tous. Eh bien, si on admet ce principe-là, et qu'on admet que les droits de scolarité ont un impact sur l'accessibilité, il semble obligatoire de conclure qu'il faudrait tendre à une réduction progressive des droits de scolarité. Ça ne veut pas dire qu'on doit imposer la gratuité du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que les étudiants étrangers ne doivent pas payer des droits de scolarité, même dans un contexte de gratuité. Ça peut vouloir dire, dans le contexte d'une situation économique difficile et avec d'autres priorités, que le gouvernement aurait pu implanter le gel dans une perspective de gratuité scolaire. La raison pour laquelle on implante le gel, c'est parce que ça veut dire qu'avec le coût de la vie qui croît l'année suivante, le gel signifie une légère réduction de facto des droits de scolarité. Donc, c'est la pente la plus lente et asymptotique vers la gratuité que d'imposer le gel. C'est pas le gel pour le gel, c'est pas le gel comme entente provisoire en attendant de régler le fond de la question. Non, c'est le gel comme une mesure pragmatique et raisonnable dans un contexte économique difficile, tenant compte des autres priorités, pour implanter l'idée à long terme de la gratuité scolaire comme objectif qu'on peut ne pas atteindre à court ou moyen terme. Alors, dans ce contexte-là, je pense qu'on peut trouver inspiration dans les travaux de John Rawls pour défendre la cause que plusieurs étudiants ont défendue lors du printemps érable. Merci. Merci beaucoup, Michel. C'est notamment pour avoir respecté le temps de façon incroyable, mais aussi pour la clarté de tes propos. Jocelyn McClure, maintenant, sur la même question. Merci beaucoup, Patrick. Merci à Vicky, François et aux autres de l'invitation, mais aussi pour l'organisation de ce très beau colloque. C'est vraiment un plaisir de discuter de cette question-là, entre autres avec mon ami Michel Seymour, avec qui j'aime beaucoup échanger. Je vais défendre, donc il s'agit d'un débat après tout, là, je vais défendre une position qui n'était pas très populaire pendant le printemps passé, qui n'était pas non plus dans les débats récents d'autres du sommet sur l'éducation supérieure. Mais bon, il s'agit, comme je disais, d'un débat, puis le rôle de la philosophie politique, donc c'est pas de gagner un concours de popularité, mais bien d'interroger de façon critique des normes, des politiques, des institutions et des discours sociaux. Puis parfois, donc, la réflexion critique, et même justement à prendre des positions qui sont moins populaires. Puis je pense qu'on peut faire ça tout en respectant les points de vue adverses. Michel, donc, s'appuie sur la théorie de la justice de John Rawls pour défendre son point de vue. Donc, un point de vue qui, comme Michel l'a rappelé, donc, défend à long terme un idéal de gratuité ou d'absence de droits de scolarité à l'université, puis comme mesure transitoire, donc un gel des droits de scolarité. Donc, puis je pense que de s'appuyer sur John Rawls pour défendre ses positions, c'est pas invraisemblable, c'est une position qui est raisonnable. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que c'est pas que cette interprétation, cette application de la théorie de la justice de Rawls, donc, n'ont pas de soi. C'est pas, découle pas naturellement, de façon implacable, de la théorie de la justice de John Rawls. Puis Michel le reconnaît donc expressément dans ses travaux. Rawls n'a jamais écrit, par exemple, que la gratuité à l'université, donc, était une politique nécessaire à l'égalité des chances, ou que cette politique découlait de son principe, de son second principe de justice, le principe de différence. Donc, pendant le débat sur les droits de scolarité, j'ai aussi
défendu une position qui se réclamait de l'égalitarisme rawlsien, mais qui était différente de celle de Rawls. Comme Michel, je m'appuie donc sur le second principe de justice de John Rawls, donc ce principe d'égalité des chances. C'est un principe qui contient lui-même deux sous-principes. Donc, le premier sous-principe veut que tous les postes, toutes les fonctions, toutes les positions sociales donc, doivent être accessibles à tous, peu importe leur statut socio-économique, leur origine ethnoculturelle, leur genre, et ainsi de suite. Donc, les postes, les fonctions sont ouvertes à tous. Mais il ne s'agit pas seulement d'une égalité formelle. Il doit y avoir une égalité réelle ou matérielle des chances de se réaliser ou de s'épanouir. Puis ça implique, ce dont Michel parlait tout à l'heure, une égalité dans l'accès à la culture et à l'éducation qui permettent donc d'acquérir des savoirs, des capacités qui vont ensuite nous permettre d'élaborer et de réaliser une conception de ce qu'est une vie réussie. Ce principe d'égalité des chances est doublé d'un autre sous-principe, je le disais, c'est le principe qu'on appelle de différence. Ce principe nous demande d'évaluer nos choix collectifs en termes de redistribution de la richesse à la lumière de leur impact sur le sort de ceux qui sont les moins favorisés dans la société. Donc, lorsqu'on a des décisions collectives à prendre, on doit prendre le point de vue de ceux qui sont les moins fortunés dans une société donnée. Puis, Rawls nous dit qu'en vertu de ce principe de différence, qu'on peut accepter certaines inégalités socio-économiques dans la distribution de la richesse, à condition que, ce faisant, la situation des moins bien nantis s'améliore. Donc, on va utiliser la richesse qui va être créée, ou qu'on appelle parfois, peut-être Patrick en a parlé tout à l'heure, les surplus coopératifs, pour chercher à améliorer la situation des moins bien lotis. Donc, ça, c'est en gros donc, le deuxième principe de justice de Rawls. Puis, donc, c'est dans ce contexte que j'ai défendu une position sur les droits de scolarité qui me semble en phase avec cette théorie. Bon, là où je suis d'accord avec Michel, puis dans une large mesure, il s'agit d'une querelle de famille amicale entre Michel et moi. Il y a plusieurs prémices qui sont partagées. Le principe d'égalité des chances implique en effet que l'université soit accessible à tous ceux qui désirent faire des études universitaires, puis qui satisfont aux exigences minimales pour être admis à l'université. Donc, peu importe la classe sociale à laquelle appartiennent leurs parents, et ainsi de suite, l'université doit être accessible à tous. Les droits de scolarité ne doivent pas empêcher un étudiant d'y avoir accès. Mais là où ma position diffère de celle de Michel, il me semble qu'il n'y a pas juste un moyen de favoriser donc, ce principe. On peut y parvenir de différentes façons. Puis j'accepte l'idée qu'une politique de gratuité à l'université est une de ces politiques qui permet de favoriser l'égalité des chances. S'il n'y a pas de droit de scolarité, évidemment, les droits de scolarité ne seront pas un obstacle à l'accès à l'université. Mais je pense qu'on peut aussi parvenir à cet objectif-là en ayant des droits de scolarité, mais qui viennent donc avec un système d'aide financière aux études qui comprend donc non seulement des prêts, mais aussi des bourses. Puis le rôle des bourses, donc, c'est de neutraliser l'impact. Une personne sérieuse doit reconnaître que les droits de scolarité vont avoir un impact peuvent avoir un impact sur l'accessibilité. Mais les bourses, donc, leur fonction, c'est de neutraliser cet impact, justement, des droits donc, sur l'égalité des chances. Puis même, pour favoriser une égalité réelle des chances, je pense que les bourses doivent même dépasser donc, le montant des droits de scolarité pour couvrir d'autres frais secondaires qui sont liés à la poursuite d'études post-secondaires. Je note au passage que même dans un système de soi-disant gratuité, donc pas de frais de scolarité, on aurait quand même besoin d'un système d'aide financière aux études parce que le coût d'études universitaires donc, dépasse largement ceux des droits d'entrer dans une société comme le Québec. Donc on ne sort pas de l'aide financière aux études. Si on croit en l'égalité des chances, on a toujours besoin d'un système de prêts et bourses. Donc on a à choisir entre ces deux politiques qui permettent, à mon avis, en théorie du moins, de réaliser l'objectif de favoriser la plus grande égalité des chances possible. Puis il faut choisir donc en évaluant les avantages respectifs des deux politiques. D'un point de vue égalitariste, il me semble que la politique de gratuité a quand même un désavantage qui est fâcheux. C'est une politique de gratuité, donc pas de droit de scolarité, et donc une aubaine rêvée pour les ménages les mieux nantis, qui, comme Michel l'a rappelé tout à l'heure, valorisent l'éducation postsecondaire de leur enfant. Donc l'accès à l'université, c'est un bien précieux pour ces ménages bien nantis, mais l'État donc va financer donc ces études, donc puis sans réclamer donc de droits d'inscription. Donc c'est une aubaine pour les ménages les mieux nantis. Dans un contexte de précarité des finances publiques,
qui fait en sorte que l'État, présentement, par exemple, n'en fait pas suffisamment pour lutter, par exemple, contre le décrochage scolaire au secondaire, ou qui n'en fait pas suffisamment pour ouvrir des CPE dans les milieux défavorisés. Il semble qu'il est au moins légitime de se demander si d'exonérer les familles les mieux nantis de droits de scolarité, si c'est vraiment la priorité que devra avoir un égalitarisme. Ces politiques que j'ai mentionnées, lutter contre le décrochage, ouvrir des CPE dans les milieux défavorisés, sont beaucoup plus fortement corrélées à une égalité des chances réelles qu'une université donc, qui n'impose pas de droit de scolarité. Alors que l'autre politique, celle de droit de scolarité raisonnable, doublé donc d'un système de prêts et de bourses, permet d'en demander davantage aux mieux nantis, sans compromettre, peut-être même en améliorant la perspective des moins bien nantis. Donc là, il me semble qu'on est très près de l'idée rawlsienne d'utiliser les surplus coopératifs, la redistribution de la richesse pour favoriser donc l'amélioration de la situation des moins bien nantis. C'est en ce sens-là que il me semble que la position que je défends est en phase avec la théorie rawlsienne. Donc ça, c'est l'essentiel de la théorie. Cela dit, lorsqu'on critique une position opposée, comme celle de la gratuité, je pense que la probité intellectuelle nous engage à critiquer la meilleure formulation possible de la position qui est critiquée. Puis les égalitaristes les plus sérieux, comme Michel, sont conscients sont sensibles à ce problème donc soulevé, qui consiste à se demander donc à quoi on peut s'attendre des mieux nantis sur le plan du financement des études universitaires. Puis la réponse donc à ces égalitaristes que j'appelle sérieux, c'est que bon, c'est vrai que donc comme on profite, l'individu profite aussi donc de ces études universitaires, que la gratuité à l'université doit nécessairement aller de pair avec un impôt qui va être progressif, c'est-à-dire qui fait en sorte qu'une fois rendus sur le marché du travail, donc les travailleurs, les salariés vont payer donc plus d'impôts, puis les plus riches vont payer des pourcentages d'impôts non plus élevés que les moins fortunés. Donc, des gens comme Michel vont dire que les deux vont de pair. Donc, gratuité d'abord, mais ensuite, on paye plus d'impôts parce qu'on récolte donc les fruits de nos études universitaires. Donc, ces égalitaristes reconnaissent qu'en moyenne, les études universitaires sont rentables pour ceux qui détiennent un diplôme, puis que ces derniers ont aussi une dette à repayer donc envers la société, une fois donc qu'ils vont avoir intégré le marché du travail, en ayant intégré le marché du travail, puis en payant des impôts qui vont être proportionnels à leurs revenus. Puis, ces égalitaristes considèrent que même l'impôt au Québec devrait être plus progressif, c'est-à-dire qu'on devrait ajouter des paliers d'imposition pour faire en sorte que les mieux nantis payent encore plus d'impôts qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette réponse? Je pense que c'est une réponse qui est en bonne partie, qui est raisonnable. L'impôt progressif est absolument nécessaire. C'est l'institution qui permet le mieux de réaliser une conception égalitariste de la justice distributive. Mais je ne pense pas non plus que ce soit le seul moyen fiscal qui est à notre disposition pour réaliser ces objectifs. On peut en parler tout à l'heure, mais on a aussi besoin de la taxation, on a aussi besoin de la tarification dans certains contextes. La réponse qui consiste à tout miser sur l'impôt progressif comporte, à mon avis, au moins un angle mort. Cet angle mort, c'est au fond le rapport entre ceux parmi les contribuables donc, qui détiennent un diplôme universitaire, qui ont été à l'université, qui ont bénéficié de l'investissement collectif donc, envers les études universitaires, puis ceux parmi les contribuables qui n'ont pas été à l'université, qui n'ont pas de diplôme universitaire. Et donc, il faut se demander à quoi on peut s'attendre de ces différents contribuables. Certains ont utilisé le service public qui est l'université, d'autres ne l'ont pas fait. Rawls nous dit, donc un de ses principes les plus fondamentaux, c'est que sa conception de la société, au fond, c'est que la société doit être vue comme un système de coopération sociale, comme Patrick en a parlé tout à l'heure, mais un système de coopération sociale qui doit viser l'équité. Hein, la société est vue comme un système de coopération sociale équitable. Puis c'est la notion donc, de juste part qu'on attend des citoyens, donc est inhérente à cette idée d'équité. Or, on sait que l'impôt s'applique à tous les contribuables sans exception. Hein. Donc, l'impôt ne fait pas de différence entre un contribuable qui a un diplôme universitaire et celui qui n'en a pas. Donc, il s'applique évidemment de façon aveugle par rapport à ça. C'est les revenus qui comptent, peu importe comment donc on éclaire ces revenus. J'accepte entièrement l'idée que tous les citoyens, sans exception, bénéficient du système d'éducation universitaire.
Concrètement, ce que ça veut dire, c'est l'entrepreneur ou l'ébéniste ou l'électricien ou le pompier qui fait un bon salaire, mais sans jamais avoir été à l'université, je considère que ces derniers bénéficient aussi, au moins de façon indirecte, des bénéfices d'un système universitaire, en particulier dans le contexte d'une économie qui est centrée sur le savoir et la créativité. Tout le monde profite de l'éducation universitaire. Ce qui implique que l'université doit reposer sur un financement public très important, puis que l'impôt général doit en effet être utilisé pour financer une bonne partie de l'éducation universitaire. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'on ne peut rien demander de plus à celui qui bénéficie personnellement ou directement des études universitaires. Moi, ce n'est pas une inférence que je fais. Donc, je vois l'éducation universitaire comme ayant un double statut, à la fois comme bien collectif qui bénéficie à tous les citoyens, même ceux qui n'ont pas été à l'université, mais l'éducation universitaire, c'est aussi un bien individuel, on ne faut pas se le cacher, c'est aussi un bien privé qui rapporte de façon moyenne à celui qui a été à l'université et qui a bénéficié de l'investissement collectif en éducation. Donc, c'est ça qui me fait penser qu'il est équitable de demander aux familles, des étudiants, de contribuer au financement de leurs études, mais aux familles qui en ont les moyens, puis de le faire d'une façon qui est raisonnable, qui ne compromet pas l'accessibilité. Donc, ce qui exige aussi un système d'aide financière aux études. Donc, pour le dire autrement, je ne pense pas qu'on doit demander exactement la même chose à celui qui étudie à l'université, puis à celui qui n'a jamais mis les pieds, puis qui n'a pas de diplôme universitaire. Je pense que et la collectivité, et l'étudiant et sa famille, lorsqu'ils en ont les moyens, doivent contribuer au financement des études universitaires. À quelle hauteur exactement, c'est difficile pour le philosophe dans son bureau de l'établir avec précision. Est-ce que c'est 13 %? Présentement, l'étudiant fait 13 % de la valeur des coûts de son éducation. L'ancien gouvernement proposait d'amener ça à 17 %. Ce que je pense, en tout cas intuitivement, c'est que les droits de scolarité doivent rester relativement bas. Ce n'est pas du tout un objectif pour moi de rattraper la moyenne canadienne ou nord-américaine, et ainsi de suite, mais je pense quand même qu'il est raisonnable, équitable d'en demander un peu plus à ceux qui bénéficient personnellement de l'éducation universitaire, si leur famille en ont les moyens. Merci beaucoup, Jocelyn McClure, pour... C'est un bonheur d'animer une table ronde où non seulement les présentations sont très intéressantes et stimulantes, mais où en plus les participants respectent le temps. Ça vaut la peine de souligner, je pense. Je vais laisser quelques minutes à Michel pour réagir aux propos de Jocelyn, mais j'aimerais quand même, puisqu'on m'a demandé de le faire, poser deux questions pour orienter la réponse. Dans ta présentation, Michel, tu nous as dit, c'est quand même plus surprenant, le Parti libéral veut hausser les frais de scolarité et il nous dit que par ailleurs, ce sera compensé par une hausse de l'aide financière aux études. Comme si c'était blanc bonnet, bonnet blanc. Mais évidemment, la hausse des frais de scolarité, elle est pour tout le monde, l'aide financière, elle est pas pour tout le monde, elle est pour les moins favorisés. Donc, j'aimerais bien t'entendre sur ce problème que Jocelyn me semble avoir bien mis en lumière. Puis, je lance un autre élément de discussion pour la suite. Souvent, lorsqu'on chiffre le coût de la gratuité scolaire, on le fait en présumant que nous n'aurons plus besoin du système d'aide aux études. Mais je pense que si on est réellement égalitariste, et Jocelyn a bien insisté là-dessus, la gratuité scolaire ne devrait pas venir avec l'abandon du système d'aide aux études. On aurait besoin même d'avoir un système qui est aussi bon que maintenant, peut-être même encore meilleur si on est réellement égalitariste. Et donc, je serais curieux. Donc là, on parle de coûts encore plus importants que ce qu'on annonce généralement. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, si vous entendre davantage pendant la discussion là-dessus. En tout cas, j'aimerais bien effectivement répondre aux questions qui me sont posées. J'aimerais par ailleurs aussi qu'on admette finalement que sans appui, que les droits de scolarité ont un impact sur l'accessibilité. Ce que l'on s'est fait dire qui était complètement faux. Vous vous rappelez, c'était pas même dans les pages de Jessica qu'on disait ça. C'est tout le monde qui nous disait ça. C'est pas vrai. La hausse n'a aucun impact sur l'accessibilité. Là, moi, je veux juste faire admettre le progrès dans la rationalité, parfois, vers lequel on avance à de très petits pas, mais il semble qu'on a de bonnes raisons de penser
que la hausse des droits de scolarité, même les droits de scolarité tels qu'ils sont, ont un impact sur l'accessibilité. Alors, j'aimerais bien qu'au moins on admette ça, puis moi, de mon côté, je vais essayer de répondre aux questions qui me sont posées. Moi, je voyais dans ce système-là du gouvernement la preuve, déjà, que lui-même reconnaissait que c'en avait un. Bon. Alors, c'est pour ça que j'ai évoqué ça. Maintenant, que dire de ce système-là, de ce système où, bon, on a des droits de scolarité, on a des crédits d'impôt, on a un système de prêt, on a un système de bourse, puis dans la dernière proposition du gouvernement, il y avait le remboursement proportionnel aux revenus. Un ensemble de mesures fiscales. Quelqu'un, lors d'un colloque organisé par la Fédération québécoise des professeurs d'université, l'automne dernier, je crois, a levé la main face à Luc Godbout, qui est un des défenseurs de ces mesures. C'est des mesures de fiscalistes. Hein? C'est tout un train de mesures de fiscalistes. On voit les problèmes à Londres avec la paire de lunettes de fiscalistes. Monsieur Luc Godbout, est-ce que cet ensemble-là vous amène à souscrire à l'idée qu'au fond, la logique de l'accession à l'université est celle de l'utilisateur-payeur? Et il a dit oui. Alors, je pense que c'est ça qui est en toile de fond du débat. Est-ce que l'université est conçue comme un système public servant les intérêts de la collectivité au service du bien commun, ou si c'est un service qui bénéficie à un certain nombre de personnes, et peut-être parfois un nombre plus large de personnes, mais quand même c'est un service qui rapporte à celui qui bénéficie de ce savoir, et par conséquent, il doit acheter ce service. La logique en question, elle est problématique à mon avis, et c'est pourquoi, si on peut obtenir le même résultat avec la gratuité, il est préférable d'éliminer la perspective de l'utilisateur-payeur, juste un train de mesures fiscales. Par ailleurs, je reculerais même d'un cran encore plus, parce que je trouve que quand on est en train de discuter de la question des droits de scolarité, et j'ai accepté moi-même ce débat, je le veux, j'ai écrit là-dessus, je veux juste qu'on soit lucide, qu'on est en train de tourner les canons vers les étudiants, alors que les causes profondes du financement universitaire, parce que c'est de ça dont il s'agit, n'ont rien à voir avec les étudiants. Ça a commencé en 1995, quand le gouvernement fédéral a décidé, pour rentrer dans ses sous, de couper les transferts aux provinces à l'éducation supérieure. Et quand les surplus sont revenus, ils ont pris ces argents-là pour les investir ailleurs que dans les transferts. Ils n'ont pas rétabli les transferts. Et tout le monde en 2006, étudiants, professeurs, recteurs, partis politiques, gouvernement, disait « rétablissez les transferts ». C'était la cause première de la crise financière des universités. Le gouvernement a choisi alors, pour des raisons de visibilité, de donner un financement direct. Ensuite, au gouvernement provincial, parce qu'il ne s'agit pas de dire « oh, c'est la faute au fédéral », je veux qu'on n'oublie pas que parfois, le gouvernement fédéral puisse être responsable de certaines choses. Mais pour ce qui est du gouvernement provincial, on a mis l'accent beaucoup sur le développement immobilier. Et la firme Secor, à l'automne, en novembre 2012, a identifié une perte de contrôle totale sur les développements en infrastructure, incluant le développement immobilier, le CHUM, le CUSUM, l'échangeur Turco, l'Institut Normand Bethune, il y a donc des projets universitaires à travers, ont en moyenne, les 18 plus gros projets, des dépassements de coûts qui atteignent en moyenne 78% par rapport aux coûts initiaux estimés. Alors, il y a une sorte de vaste dérive immobilière dans laquelle on s'est engagé, et ça n'est pas que l'îlot voyageur. C'est les deux CHUM, c'est les campus satellites, c'est le 1420 boulevard Mont-Royal, et c'est bientôt le deuxième campus à la gare de Triage, évalué à 1,6 milliard. Il y a ces dépenses immobilières folles qui font en sorte qu'on se retrouve dans une situation financière difficile. La FQPPU a produit, sous la responsabilité de Michel Ambriaco, une étude très détaillée de 400 pages qui montre que les recteurs des universités, les directions universitaires, ont détourné une bonne partie croissante de leurs fonds de fonctionnement vers les fonds d'immobilisation.
Le gouvernement du Québec avait réduit ses dépenses au niveau des fonds d'immobilisation. Les universités ont été obligées de prendre de leur fonds de fonctionnement pour les immobilisations. Avant, c'était 18 et ça a atteint 45 du financement des immobilisations des universités qui dépendent des fonds de fonctionnement. Il y a là encore une fois un problème. Incurie administrative des directions universitaires, du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. On ne parle pas de ça, on parle de vos droits de scolarité. C'est vous qui devez faire votre juste part. Les entreprises, les recteurs, pas plus longtemps qu'il y a un mois, on serre la main des chefs d'entreprise. On veut poser avec les possédants et on tire à boulet rouge sur les étudiants. Merci, Michel. Je me tourne pour une réaction de Jocelyn Lafleur, mais j'aurais aussi pour toi une question. Tu nous as dit qu'en fait, l'angle mort de la solution progressiste, là, on a un niveau progressif et donc ça allait corriger la situation. Les problématiques parce qu'en fait, l'éducation, ce n'est pas simplement un bien collectif, c'est aussi un bien individuel. Donc, il faut aussi que l'individu, qu'on reconnaisse le bénéfice obtenu par l'individu de son éducation et il devrait donc payer pour cela. Mais les tenants de la solution de l'imposition progressive, évidemment, te diraient, mais les diplômés universitaires paient déjà en impôts des centaines de milliers de dollars de plus en moyenne que le contribuable moyen. Et donc, il ne fait pas simplement que rembourser le coût de son éducation, il le fait bien davantage. Donc, je serais curieux de t'entendre sur cette question-là. Donc, c'est vrai que statistiquement, ceux qui détiennent un diplôme universitaire vont avoir des revenus plus élevés, puis ce faisant, vont payer plus d'impôts que le contribuable moyen. Mais il y a aussi des contribuables qui sont au-dessus de la moyenne, qui n'ont pas été à l'université, qui n'ont pas bénéficié de l'investissement collectif. J'ai mentionné le pompier, l'ébéniste, l'électricien, l'entrepreneur, et ainsi de suite. Je pense que tous ces gens-là bénéficient de l'éducation. C'est pour ça qu'ils doivent financer aussi l'université, mais ils n'ont pas bénéficié de l'investissement collectif directement, personnellement, ce qui est le cas de nos diplômés universitaires. Donc, il me semble qu'il y a encore une différence qui est significative entre les deux. Peut-être un commentaire par rapport à l'intervention de Michel. Je pense qu'on a aussi des problèmes sur le plan de la gouvernance des universités. Je ne voudrais pas nier ça. Moi, je considère que la question, pour le philosophe politique, la question du financement de l'université pose des enjeux qui sont aussi autonomes, indépendants de ces autres considérations, puis on doit évaluer les différents scénarios à la lumière d'une conception de la justice sociale. Donc, j'ai pris cette thématique-là comme une thématique autonome parce que je pense qu'elle soulève des questions qui sont autonomes sur le plan de la justice. Mais ce faisant, on a plusieurs problèmes, dont sur le plan de la gouvernance des universités. Admettons qu'on dise, oui, il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Puis, ce faisant, donc si je comprends bien, l'idée, c'est qu'on n'aura pas besoin, après ça, de se poser la question de est-ce qu'on doit en demander davantage aux étudiants puis à leurs familles ou pas. Mais j'accepterai pas cette conclusion-là. Si on a des économies importantes à faire sur le plan de la gouvernance des universités, je pense qu'on pourra débattre collectivement ensuite qu'est-ce qu'on fait avec ces sommes qui sont économisées. Comme je disais, on a beaucoup de priorités. Une chose que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, c'est que si je considère que l'égalité des chances, c'est une des grandes missions de l'université, c'est pas la seule non plus. Il faut la mettre en équilibre avec au moins une autre grande mission qui est celle de la qualité. En d'autres termes d'excellence, j'aime mieux parler de qualité. On veut un réseau universitaire et collégial aussi de qualité qui va offrir une formation de qualité aux étudiants, où il va se faire de la recherche innovante et ainsi de suite. Puis ça, mais la qualité, ça se paye, ça se finance. Comme c'est pas la seule finalité aussi de l'université, on peut pas toujours injecter davantage d'argent dans cette quête de qualité, mais c'est certainement un des objectifs. Puis, s'il y a eu des dérives, il y a eu des dérives sur le plan de gouvernance des universités. Je veux dire, on a des besoins d'embauche de profs, comme Michel le sait, dans tous les départements. Donc, on va pouvoir avoir un bon débat sur qu'est-ce qu'on fait avec ces sommes-là, mais ça ne vient pas donc annuler le questionnement qu'on doit avoir sur quelle est la part des uns et des autres sur le plan du financement des études universitaires. Merci à vous deux. Je suggère qu'on ouvre tout de suite
la discussion au public, parce que je pense que vos questions vont amener, vont amener nos deux intervenants à continuer à discuter entre eux nécessairement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au micro. Pendant que vous vous décidez à venir au micro, je laisserai peut-être la chance à Jocelyn de poser une question à Michel s'il le désire, ou l'inverse. Parce que tu as toujours été deuxième, je te laisserai commencer cette fois-ci. Non, si tu en as une, sinon il y a quelqu'un. Oui, mais allons-y avec des questions du public. C'est peut-être pas directement en rapport avec ce qui s'est passé. Peut-être baisser un peu le micro parce que c'est... Ma question, c'est dans une perspective égalitariste, en quoi des prêts, pas juste des prêts et bourses, je distingue vraiment prêts et bourses, en quoi des prêts constituent vraiment une aide financière pour les personnes issues de familles les moins nanties? Parce que ça me semble être un oui. problème. Dans les mesures gouvernementales, peut-être que Jocelyn complétera, il y avait, il est vrai, pour les familles, dans les dernières offres, là, on atteignait à peu près que pour les familles dont le revenu était de 50 000 $, les étudiants appartenant à de telles familles, 50 000 $ et moins, allaient bénéficier automatiquement d'une bourse. Et pour ceux qui appartiennent à des familles qui vont jusqu'à 100 000 $, ils obtiendraient un prêt. Donc, on haussait le plafond d'éligibilité pour les bourses et pour les prêts, de telle sorte que jusqu'à 100 000 $, on pouvait avoir ou bien une bourse jusqu'à 50 000 et ensuite un prêt jusqu'à 100 000. Et ce qu'on faisait remarquer, peut-être c'est une façon de compléter la réponse que je faisais tantôt, ce que les gens de la FEUC, notamment, ont fait remarquer, c'est qu'il y a 400 000 étudiants dans le système universitaire. Et c'est à peu près, j'essaie de me rappeler de mémoire, là, je peux me tromper, autour de 50 000 étudiants qui sont visés par la gratuité et par le prêt. Et il y a près de 300 000 étudiants qui ne sont pas nécessairement dans les familles les plus aisées. Là. Il y a 300 000 étudiants qui allaient simplement avoir des prêts. En fait, tous ceux qui dépassent les revenus de 50 000 $ auraient des prêts, et des prêts avec lesquels on peut s'endetter. Alors, les gens disent qu'il faut être juste à l'égard des générations futures. Et alors là, on leur lègue une dette publique importante, et là, on va leur léguer maintenant une dette privée importante. On sait ce que ça signifie que la dette universitaire aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 1000 milliards de dettes universitaires. Ça risque, en cas de défaut de paiement, si ces gens-là continuent à avoir de la difficulté à se trouver de l'emploi, à ne pas être capables de rembourser leur dette universitaire et à se retrouver dans une situation de créer une difficulté pour les banques semblable à ce qui est survenu en 2007-2011 avec la crise de la dette hypothécaire. Alors, c'est à éviter la solution de l'endettement par les prêts. Et donc, c'est simplement une minorité importante, là, quand même quelques dizaines de milliers d'étudiants qui allaient profiter automatiquement d'une bourse. Les autres, c'était sur le mode du prêt qu'ils allaient être aidés. Et ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui était acceptable aux yeux des fédérations étudiantes. La raison pour ça, c'est celle que tu as mentionnée tout à l'heure, c'est que les enfants des familles mieux nanties vont beaucoup plus à l'université, puis c'est eux qui ne sont pas admissibles à avoir des bourses. Donc, d'un point de vue égalitariste, en tout cas, c'est clair que moins on est bien nantis, plus il faut avoir des bourses. Hein. Il ne faut pas exiger de ceux-là qui s'endettent pour faire des études universitaires. C'est à peu près ça, grosso modo, le système qu'on a. Mais le grand problème, la grande injustice, à mon avis, du système qu'on a, c'est que on commence à exiger une contribution parentale qu'on déduit de la bourse qu'on va donner aux étudiants. Donc, le seuil, avant le débat du printemps dernier, était à 29 000 $. Dès lors que le revenu familial atteignait 29 000 $, on commençait à exiger une contribution des parents, puis se faisant à déduire progressivement des montants de la bourse. Ça m'a toujours semblé donc profondément injuste. Donc,
l'idée, c'est de hausser le seuil de revenus que les parents peuvent avoir avant donc, de déduire des bourses. Puis dans l'offre finale du gouvernement, il n'y avait pas de contribution parentale exigée jusqu'à 45 000 $. C'était quand même un progrès significatif par rapport aux 29 000 antérieurs. Puis on avait à 60 000 $ dans l'offre finale du gouvernement, une bourse était maintenant accordée, une bourse qui dépassait la hausse des droits de scolarité. Donc pour moi, ça, c'était des gains. Ça, parce que là, disons, la classe moyenne plus, disons, inférieure avait accès à des bourses, ce qui n'est pas le cas maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est effectivement ceux qui auraient davantage besoin de s'endetter. Donc, c'est des étudiants issus de familles dont les revenus donc, sont 75, 80 000, 100 000 $ et plus. Donc, ça se peut qu'ils doivent emprunter pour financer leur étude, mais ça veut aussi dire que les familles décident de ne pas investir dans l'éducation de leurs enfants. Donc, je ne veux pas minimiser leur destin, mais il faut savoir de quoi on parle. On n'est pas dans les familles les plus vulnérables. Merci. Question maintenant. Arrêtez-moi si je me trompe ou si j'ai mal compris. Tout à l'heure, en parlant d'égalité, vous avez dit que dans la mesure où est-ce qu'on permettrait à des gens moins bien nantis d'aller à l'université sans qu'il y ait de frais, il faudrait quand même penser que des gens qui sont mieux nantis devraient peut-être avoir à payer certains frais. Cependant, quand on regarde le système de prêts et bourses en ce moment, on remarque qu'il y a beaucoup d'inégalités. Des gens dont les parents considèrent qu'ils peuvent contribuer, qui ne contribueront pas, ces élèves-là vont beaucoup s'endetter. Donc, comment est-ce qu'on pourrait établir un seuil à partir de ça? Comment est-ce qu'on établit que c'est juste ce seuil-là? C'est ma question. Alors, comme je disais, je considère que le seuil maximal de revenus pour qu'on ait accès à des bourses, donc c'est quelque chose qu'il faut augmenter, puis c'est quelque chose qu'on proposait de faire. Est-ce que c'était assez? Possiblement que non, mais en tout cas, on s'en allait dans la bonne direction. Ceci dit, vous soulevez une bonne question. Il y a des familles qui ne sont pas des familles les plus vulnérables, mais qui décident de ne pas financer les études de leur enfant. Puis ça, donc ça c'est une vraie question. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc du point de vue de la justice sociale, qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là? Puis je trouve que c'est une question difficile. Hein. Sincèrement, là, j'ai pas, ma position n'est pas encore complètement arrêtée là-dessus, mais je sais en tout cas plusieurs semblent penser naturellement que la réponse, c'est l'État qui doit compenser pour ses choix des familles. C'est pas si évident comme réponse. Je considère qu'il y a probablement un problème de priorité sur le plan des valeurs dans des ménages où on a un revenu de 75 000, 80 000, mais on n'aurait pas d'argent pour soutenir les étudiants. Moi, comme père de 2 enfants, je trouve ça inconcevable de ne pas mettre le soutien donc, aux études avancées de mes enfants parmi les priorités. Je trouve ça assez inconcevable. Mais c'est vrai que ça fait en sorte que certains donc, peuvent se retrouver sans le soutien des parents, puis sans bourse, puis qui doivent, le résultat de ça, c'est qu'ils doivent s'endetter. Puis on comprend très bien que c'est pas un destin particulièrement intéressant. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit en déduire sur le plan de l'investissement de l'État. J'ai envie d'ajouter quelque chose parce que c'est quand même un cas compliqué, parce que si on disait l'État va aider les enfants dont les parents, même s'ils sont aisés, décident de ne pas les aider, on se retrouverait dans une situation probablement problématique, parce que ce serait encourager tous les parents qui sont suffisamment à l'aise à ne pas aider leurs enfants en leur disant écoute, je ne te paierai pas des frais de scolarité, comme ça on va avoir plus d'argent de l'État, puis je t'achèterai une voiture pour aller à l'école. Donc il y a un vrai problème. C'est vrai que c'est une question difficile. Michel, est-ce que tu as quelque chose à dire? Il est vrai que la solution de la gratuité va de pair avec des mesures visant à faire payer davantage les personnes les plus fortunées. Ça va de pair pour moi. Rappelons-nous, ou si vous ne savez pas, je vous l'annonce, qu'il y avait 16 paliers d'impôts. On est rendu à 3. Et quand le gouvernement parle d'en ajouter un, oh là là, ça va nuire à l'efficacité économique. Alors moi, je crois que pour comprendre les enjeux, parce qu'on peut se rejoindre là, sur le coin d'une table, Jocelyn et moi, on peut regarder, là, on peut calculer, là, puis sa position peut finir par pas trop loin d'être proche de la mienne, et la mienne pas trop loin d'être
proche de la sienne. Pour ce qui est des résultats nets pour les étudiants, là, et nous connaissant tous les deux, même si on a des différents, Jocelyn et moi, on peut mettre de l'eau dans notre vin, puis si on avait négocié, on serait probablement arrivé à une entente, parce que on peut, sur des détails, parvenir à perdre les grands enjeux. Le grand enjeu, c'est que moi je recule encore plus pour comprendre c'est quoi le grand enjeu. Le grand enjeu, c'est une crise financière qui engendre une récession économique mondiale et les gouvernements réagissent correctement face à ça en stimulant l'économie, parce qu'on est en période de récession, mais ils s'endettent. Et là, après ça, on est dans une situation financière difficile. Nos finances publiques sont difficiles. Alors, vers qui se retourne-t-on? Eh bien, on hausse les tarifs. C'est comme ça qu'on va y arriver. Les tarifs d'électricité, la taxe santé, les droits de scolarité. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous nous trouvons. Une crise financière causée pas par les étudiants, pas par les parents, pas par les utilisateurs de l'électricité, et des utilisateurs du système de santé, engendre une crise économique, les gouvernements réagissent par rapport à ça, ils s'endettent et ils doivent maintenant rétablir leurs finances publiques et ils se tournent vers les citoyens. C'est ça la conjoncture. Alors, dans cette conjoncture-là, je résiste et je suis aux côtés des étudiants. Alors, j'ai une drôle d'image en tête maintenant. Michel parle de deux philosophes qui feraient des calculs ensemble. Ce serait pas beau à voir, je pense. On se tromperait tous les deux. On se tromperait tous les deux. C'est comme ça qu'on s'entendrait. À la gauche. Oui, merci. Monsieur McClure en a parlé un petit peu. Je me demandais, la réduction des frais de scolarité, ça n'augmente pas l'accessibilité pour les gens qui ont déjà un capital culturel important et l'augmentation du financement de la formation intellectuelle préalable à l'accès à l'université, je pense, comme vous l'avez dit, au CPE, aux écoles secondaires, même le cégep, ça n'augmenterait pas justement ça plus l'accessibilité à l'université que la réduction des frais? Merci. C'est à moi qu'est adressée la question. Mais j'ai une réponse en tout cas, puis Jocelyn complétera. C'est pas parce qu'il y a une injustice dans l'accès à l'université, une injustice dans le traitement au niveau du primaire et du secondaire face aux couches socio-économiques défavorisées qu'il faut abandonner l'une plutôt que l'autre. Il faut tirer sur tous les problèmes. Alors, comme Pierre Fortin nous dit, en exagérant peut-être, il dit entre 22 000 et 25 000 nouveaux étudiants qui entrent demain matin dans le système universitaire si on passe à la gratuité. Je pense qu'il exagère parce qu'il veut maintenant se servir de ce fait-là pour montrer que c'est pas possible de financer la gratuité. Mais quand même, il en rentrerait beaucoup. Alors déjà, là, il y a un blocage pour ceux qui sont rendus au point où ils pourraient aller à l'université, mais les droits de scolarité, c'est un blocage pour eux. Alors pour ces gens-là, on lève progressivement les droits de scolarité. Et effectivement, mettre le paquet sur le décrochage scolaire, c'est absolument fondamental en amont. Mais c'est pas parce qu'il y a une injustice en amont qu'il faut oublier l'injustice en aval. Moi, je constate que votre débat est surtout orienté vers ce qui va arriver avec notre argent, alors que le point, à quelque part, c'est l'éducation. Moi, personnellement, je suis au cégep ici, puis c'est pas du tout pour mon éducation, c'est justement pour aller plus tard me chercher un travail, avoir une sécurité financière. Puis, ouais, je trouve ça un peu louche que ça soit tant que ça orienté vers l'argent, alors que je me demande en fait c'est quoi la pertinence de s'ostiner sur l'éducation à ce point-là, si je pense que je ne suis pas tout seul qui est ici pour ça. Le but, c'est pas mal de se trouver un travail au final. Pour se trouver un travail, il faut accéder à des études et être diplômé, cher ami. Et pour pouvoir y accéder, il ne faut pas qu'on soit bloqué et empêché de le faire par des droits de scolarité élevés. C'est là que la question financière finit par avoir un impact sur l'éducation et l'accès au travail. Oui, bonjour messieurs. J'aimerais savoir, selon vous, comment vous expliqueriez le fossé qui existe entre les perceptions des recteurs qui estiment que les frais de scolarité doivent être augmentés et celles des autres, dont vous-même, qui vous parlez de gratuité scolaire?
Moi, j'ai beaucoup à dire, mais je ne vais pas tout le temps prendre le micro. Là. Dans la mesure où c'est toi qui défends la gratuité. OK, bien, je saute sur le micro. Et oui, je ne sais pas quel chapitre dans mon livre, la gouvernance universitaire, c'est créer un fossé, justement parce que c'est la conception de l'université qui est en jeu. On est en train de transformer l'université en entreprise. On affirme ça, c'est facile de l'affirmer, il faut le démontrer. Dans mon article du Devoir, le devoir de philo, où j'essaie de l'illustrer par 10 points, je ne vais pas les énumérer ici, ce n'est pas qu'il y a des subventions des entreprises qui font que l'université est totalement à la remorque des demandes de l'entreprise. Il y a cette dimension-là, elle est croissante et elle est inquiétante. Mais c'est plutôt que dans le cadre de l'économie du savoir, où l'université joue un rôle important dans l'économie, elle se transforme elle-même de plus en plus en entreprise. Les recteurs deviennent des hauts salariés parce qu'ils sont des dirigeants de l'entreprise universitaire. Les étudiants, c'est une clientèle. Les profs, c'est des employés qui sont payés en fonction des subventions qu'ils vont chercher, des étudiants qui diplôment puis des publications qu'ils font. Et dans ce cadre-là, les recteurs détiennent l'entreprise. Ils savent comment administrer. Ils sont d'ailleurs des gestionnaires de carrière, très souvent. Ils font au début de leur carrière un peu de recherche, mais très vite, ils s'engagent dans l'administration et ils ont une carrière d'administrateur. Les statistiques sont terribles à cet égard pour voir comment de plus en plus les administrateurs universitaires ne sont pas des professeurs qui travaillent dans l'administration pendant quelques années, ce sont des administrateurs de carrière qui détiennent le savoir administratif pendant que les étudiants, les chargés de cours et les professeurs grouillent en bas et s'agitent dans l'ignorance totale du véritable savoir. D'où les réunions en catimini avec le gouvernement entre les recteurs qui savent et le gouvernement en 2010. La même chose, au fond, s'est répétée avec le sommet d'une journée et demie. Et ça va très loin, ce fossé. Ce fossé conduit la CREPUC, la conférence des recteurs et des professeurs et des directeurs d'université, la CREPUC est conduite à accepter la loi 12 que tout le monde dans le domaine juridique, ou à peu près, a décrié. Les 500 procureurs qui ont voulu aider les étudiants à rédiger leur requête à la Cour, les centaines de juristes, d'avocats qui ont marché en robe dans les rues de Montréal, la Commission des droits de la personne, les Nations unies, presque tout le monde a dit « cette loi-là est ignoble ». Et les recteurs étaient aux côtés du gouvernement pour appuyer cette loi-là. Alors, il y a un divorce dans la gestion universitaire qui est peut-être la cause profonde de nos difficultés. La gestion universitaire doit être collégiale. Dans mon livre, dans l'article du Devoir, j'écris, c'est un peu une boutade, mais elle a ses vertus pédagogiques. Même si ce ne sont pas mes goûts musicaux, je prends l'exemple de René Angélil et Céline Dion. Céline Dion n'est pas l'employée de René Angélil. Et elle ne veut pas non plus co-gérer sa carrière. Le gérant de la carrière de Céline Dion, c'est René Angélil. Elle ne veut pas de la co-gestion. Mais on peut éviter ces deux extrêmes-là. La façon de le faire, c'est une direction collégiale. René Angélil gère la carrière de Céline Dion. Mais il est à son service parce que l'âme créative dans le couple, c'est elle. Et bien, de la même manière, si on peut permettre cette allusion, qui a surtout des vertus pédagogiques, mais qui, bien sûr, ne fonctionne pas parfaitement, adéquatement dans l'université de la même façon, il devrait y avoir une gestion collégiale, les recteurs totalement au service de la volonté des profs, des étudiants et des chargés de cours, à leur service, parce que la force créative, c'est les profs, les chargés de cours et les étudiants. Et c'est pas ça, c'est des gens qui savent et qui négocient en catimini des hausses pour les étudiants dans leur dos. Peut-être un court complément. Donc, les recteurs gèrent des universités, ils font face à différents défis, entre autres d'inscrire le Québec dans l'économie du savoir. Je disais tout à l'heure, les universités, non seulement au Québec, mais
à travers le monde, se voient comme étant en compétition, sont inscrites dans une quête d'excellence. Puis, autant on a besoin d'universités de qualité, c'est vrai qu'on pourrait toujours investir davantage dans cette quête d'excellence. Les recteurs sont dans cette dynamique-là, donc en veulent toujours plus pour qu'ils fassent la meilleure recherche, qu'on ait les meilleurs professeurs, qu'on ait plus de soutien aux étudiants. Donc ça, c'est le discours qu'ils portent. Nous, collectivement, il faut se dire, oui, on veut un réseau de qualité, mais on a aussi d'autres priorités sociales, puis il faut voir qu'on détermine donc, quels sont les arbitrages qu'on doit faire. Donc, les recteurs vont toujours donc faire exprimer des besoins pour le financement des universités, mais on ne peut pas tout investir dans cette quête d'excellence. Puis c'est au débat démocratique de nous dire comment on arbitre nos différentes priorités sociales qui sont multiples. Il nous reste, il y a 2 questions en attente, donc on prendra ces 2 questions, suite à quoi je demanderai à nos conférenciers de conclure. Donc, je vais revenir un petit peu avant dans le débat pour répondre à notre collègue ici. À mon avis, quand on parle d'accessibilité, on parle aussi de réussite scolaire, parce que je vais parler de mon expérience personnelle. Travailler pendant qu'on est aux études, c'est stressant. D'autant plus quand on doit travailler plus pour assurer, en fait, pour payer des frais qui sont trop élevés. Donc, dans la mesure où est-ce qu'on est à l'école pour avoir un travail, je pense que si on n'a pas le stress d'avoir un travail rémunéré, on peut réussir beaucoup mieux à l'école puis être des meilleurs employés pour nos futurs employeurs. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je vais répéter brièvement une chose que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on s'attend à une contribution des familles pour celles qui en ont les besoins et les moyens. Si une famille se trouve donc dans une situation vulnérable, normalement, donc, les bourses vont compenser davantage que pour les droits de scolarité. Après ça, je veux dire, chaque ménage établit ses propres priorités. Est-ce qu'on veut qu'on encourage un peu le travail ou pas? Ça appartient aux familles, mais on a un système, en tout cas, qui prête l'esprit de Rawlsey, qui nous dit que ce qu'on doit faire, c'est utiliser, donc, redistribuer la richesse d'une façon telle que les plus vulnérables, donc, on va maximiser leur accès à l'égalité des chances. Par exemple, un système d'aide financière aux études qui est bien conçu, c'est ça sa fonction. Oui, mais peut-être en conclusion. Il n'y a plus de questions. Oui, une autre question? Non? Oui, prenons cette dernière question, puis je vous demanderai peut-être d'y répondre et de conclure par la suite. Oui, j'espère. Je ne donnerai pas l'impression de tirer sur les messagers, mais actuellement, à l'université, il y a aussi ce débat sur les régimes de retraite et sur les salaires des professeurs, puis comment il faudrait arriver à ce qu'ils rattrapent les salaires d'autres professeurs de d'autres universités. Je voulais savoir comment vous vivez, disons, avec peut-être ce poids-là, parce qu'en fait, ça peut donner l'impression que vous êtes juge et parti. Pour moi, en tout cas, la question des salaires des profs n'est pas une préoccupation fondamentale dans ma vie. Et s'il y a, on peut dire, un élément qui me permet de dire que les profs ont fait plus que leur juste part, c'est qu'on fonctionne dans une situation d'un manque au niveau des corps professoraux établis par la FQPPU, établis par plusieurs gens dans le milieu. Il fut un temps où, même aux yeux de la CREPUC, le ratio étudiant-professeur acceptable, c'était 1 pour 18. C'est pas beaucoup 18, mais c'est qu'on fait la moyenne, autant aux études avancées qu'au niveau du bac. En moyenne, au total, c'était 1 pour 18. Aux yeux de la CREPUC. À l'Université de Montréal, en ce moment, on fonctionne à peu près de 1 pour 25. Et c'est totalement... Alors, on dit, là, Ombriaco, Louis Gill disent au moins 1000 profs en manque. Alors, ça, c'est un vrai problème. Nos salaires, moi, j'ai été dans l'exécutif syndical du SGPUM il y a quelques années, et c'est vrai qu'on défendait là, cette chose-là, mais c'est vraiment secondaire. Et si il faut sacrifier des hausses et pour obtenir plus de profs, mais on préfère avoir plus de profs. Je pense que la plupart des profs s'entendraient sur cette chose-là. Mais vu que je dois conclure en me servant de cette réponse, je dirais, vous savez, la hausse des droits de scolarité, on voulait faire
contribuer davantage les étudiants de 13 à 17 %. Ça allait de pair avec une réduction de la contribution des gouvernements qui est à peu près équivalente. Alors, il y a cet enjeu-là aussi. Les gouvernements se désengagent et les utilisateurs doivent payer davantage. Et c'est cette logique-là, à mon avis, à laquelle il nous faut échapper. Avant de laisser répondre pour conclure, je vais peut-être... J'avais annoncé déjà la dernière question, mais je vais peut-être laisser Dominique en poser une courte question, puis on poursuivra la conclusion. OK, mais ça donne bien parce que je m'adresse, je pense, plus à M. McClure que de l'autre côté. Si j'ai bien compris, le trou dans la question des impôts, là, la distribution des richesses par les impôts, ça serait insuffisant parce qu'on fait payer quelqu'un qui gagne 100 000 et qui n'est pas allé à l'université le même montant que celui qui gagne 100 000 et qui est allé à l'université. Donc, dans un certain sens, moi, je devrais trouver qu'il est injuste que la personne qui gagne 100 000 et qui n'est pas allée à l'université paye le même montant. Les deux, vous sembliez vous entendre tantôt pour dire que l'accès aux études, ce n'était pas seulement l'université, mais qu'il y avait plusieurs autres choses qui faisaient partie de ça. Donc, évidemment, la famille, ça fait partie de... Est-ce que tu as plus de chances d'aller à l'université plus tard ou pas? Il y a plein de choses qui contribuent. Est-ce qu'on est capable de mesurer quand une personne gagne 100 000 lui, il y a 5 000 qui gagne à cause de sa famille, il y a 10 000 à cause qu'il vivait dans un quartier riche, 5 000 pour ça, 10 000 pour ça. Je trouve ça un petit peu étrange. C'est difficile de faire cette séparation-là, puis de dire, lui, il va payer moins d'impôts parce qu'il n'est pas allé à l'université. Quelle sorte de calcul il faudrait faire? Ça me donne un peu l'impression qu'il y a encore une question de mérite cachée derrière ça. Une sorte de question de mérite, que celui qui n'est pas allé à l'université et qui gagne le même salaire que l'autre, il mérite plus. Il y a eu moins d'aide. Alors que finalement, il y a eu tout autant d'aide. Mais il n'y a peut-être pas eu de l'aide en passant par le système scolaire, mais il y a eu de l'aide de la société à toutes sortes d'autres places ailleurs. C'est avec sa contribution en impôts, pourquoi elle ne serait pas égale? Parce que sinon, il faut qu'on rentre dans la tête des gens puis qu'on évalue leur mérite réel par rapport à l'aide qu'ils ont eue de la société. Puis est-ce qu'on est capable de rentrer dans la tête des gens et faire cette mesure de mérite? Il me semble qu'on n'est pas capable. Il me semble que le seul signe qu'on a de comment quelqu'un a eu d'aide par la société en général, c'est le salaire qu'il gagne. Puis cette mesure-là, ça me semble être la seule, la plus objective et la seule qu'on peut mesurer. C'est que si quelqu'un a eu moins d'aide de l'université, il y en a eu plus ailleurs s'il gagne le même salaire à la fin, selon moi. Ça semble assez objectif. Sauf si on rentre dans la tête des gens et qu'on essaie de mesurer, ah, lui a fait un peu plus d'efforts, un peu moins d'aide des universités. Ça me semble extrêmement vague et flou. Je ne vois pas du tout pourquoi ça serait important que quelqu'un est allé à l'université ou pas sur combien d'impôts il paye. Deuxième chose, plus on complexifie le système de redistribution de la richesse, plus on le met précis pour tous les petits cas, plus on va créer de cas d'exclusion particuliers et étranges. Premièrement, il va toujours avoir de l'exclusion, toujours quelqu'un qui va tomber en dehors des cases, puis plus les cases sont serrées, plus il y a des chances qu'il y ait des gens qui tombent dans des trous. Et deuxièmement, plus il y a de gestion pour la redistribution de la richesse, plus le système est complexe, puis ça prend plusieurs paliers, puis on paye un peu plus là, puis un peu moins là, puis un peu plus là. C'est de la gestion, c'est des fonctionnaires, c'est des gens qui travaillent, et ça coûte de l'argent tout ça. Il me semble qu'en science, c'est l'équation simple qui est la meilleure. Pourquoi on ne pourrait pas dire, OK, peut-être qu'il y aura des petits trous, des petites injustices, qu'un tel aura fait un peu plus d'efforts et paiera un petit peu trop d'impôts, mais quelque part, est-ce que la solution simple, qui est la moins coûteuse aussi, c'est pas la plus égalitaire et la plus juste? Une très bonne question pour permettre de conclure. Je ne pense pas qu'il veuille lire dans la tête, que mon collègue veuille lire dans la tête des gens, il nous le dira, mais la question me semble importante. Oui, ma réponse va être en deux temps. Donc le premier, dans tous les cas de figure, effectivement, on bénéficie des investissements collectifs de la petite enfance jusqu'au collégial, donc avant d'avoir accès à l'université, on en bénéficie tous. Donc là, il n'y a pas de différence. Bon, ça va varier effectivement dans quel milieu j'évolue, et ainsi de suite, mais on en bénéficie tous jusque-là. Donc je ne vois pas, rendu là, on sait objectivement si la collectivité investit ou non dans des études
post-secondaire. Si on est capable de le quantifier, de le mesurer, il y en a qui vont qui se rendent à l'université, qui désirent faire des études, puis la collectivité donc, va financer 80%, 85% de ces études, on le sait objectivement. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit demander à eux de contribuer à ce financement-là en sachant que la collectivité va assumer la plus large part. On n'a pas besoin de chercher à avoir accès aux états mentaux des individus ou quoi que ce soit, ça n'a absolument rien à voir. C'est est-ce qu'on a profité de cet investissement collectif ou non? Puis si oui, est-ce que c'est raisonnable d'en demander donc une contribution qui demeure raisonnable? Moi, je pense que oui. Sur l'argument de la complexité, donc Michel en a formulé une version aussi tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut être sensible à ces questions de design institutionnel. Ce que je remarque, c'est qu'une solution qui consiste à augmenter les droits de scolarité, à compenser donc avec une augmentation des bourses, ça implique aucune nouvelle structure, aucune nouvelle politique. C'est exactement donc travailler avec le système qui est en place. Puis qui nous permettait, à mon avis, donc, de nous approcher d'une plus grande égalité des chances, d'une meilleure justice distributive, en faisant en sorte que les ménages de la petite classe moyenne, au fond, aient maintenant accès à des bourses. Donc, on avait un véritable progrès social là, tout en restant dans une structure qui est déjà en place. L'autre solution, c'est d'abord d'abroger donc les droits de scolarité, ce qui est d'un point de vue strictement pragmatique. Là, il y a, à mon avis, le seul parti qui défend ça, c'est Québec solidaire. Puis, ça implique aussi d'ajouter plusieurs paliers d'imposition. Donc, c'est possible. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas ajouter des paliers d'imposition. C'est possible qu'on doive le faire en sachant que le contexte est différent de quand il y en avait 16. Mais, je veux dire, les progrès qu'on pourrait mettre en œuvre en modulant les catégories qui sont déjà établies, était réel, était à portée de main, alors que de maintenant souhaiter l'annulation des frais de scolarité, puis l'ajout de paliers d'imposition, ça me semble un horizon assez lointain. Donc, le progressisme pragmatique n'est pas sûr qu'on y donne au change. Est-ce que tu en fais ton mot de conclusion? Oui. Alors, je remercie Michel Seymour et Jocelyn McClure pour ce débat haut en couleur et vraiment stimulant et enrichissant. Merci à vous pour votre présence.